faut rappeler que l'Amazonie est restée longtemps mystérieuse et mythique, disons. Elle était connue par ses fleuves, justement par cette population caboclo dont vous avez vu le film tout à l'heure. Et elle a connu un très grand bouleversement, en dehors de la période du caoutchouc du début du siècle, mais disons un très grand bouleversement à partir des années 1970, quand le gouvernement des militaires a promulgué un grand programme d'intégration de l'Amazonie au reste de la nation. Pourquoi ? Eh bien, dans le programme des militaires, il y avait aussi cette idée de distribuer la terre. Il s'agissait de construire un barrage hydroélectrique, dont vous avez vu sans doute des films ou la forêt d'émeraude, par exemple, qui est le barrage de Tucuruí, sur le Tocantins, qui est la production d'électricité pour toute la partie orientale de l'Amazonie. Infrastructures minières, infrastructures énergétiques, infrastructures routières, tout cela a cisaillé, découpé l'Amazonie. Bon, mais on peut dire qu'il y a 3 Amazonies, parce que justement, cette Amazonie immense, dont voilà une carte, c'est 8 fois la France, je le rappelle, c'est 8 fois la France. Le résultat est que la déforestation atteint à peu près 17% de ce massif forestier. Les hommes sont venus pour faire de l'agriculture, mais les jeunes sont plus attirés par les mines et par l'or, qui peut apporter, disons, une richesse plus immédiate. Déjà, toute l'histoire industrielle du Brésil, c'est la destruction de la forêt, la Mata Atlântica, et l'histoire du XXIe siècle, est-ce que ce sera la destruction de la forêt amazonienne? Je ne serai pas aussi pessimiste. Donc, ce facteur que la politique environnementale arrive à se mettre en place, on trouve des instruments pour se mettre en place, et que la démographie soit moins pressante, sont peut-être 2 facteurs qui peuvent permettre de dire on va avoir un ralentissement de cette déforestation. D'abord, c'est très très difficile, comme partout au Brésil, de parler d'un groupe ethnique d'une manière très très exclusive. Bon, à cause de cela, il faut faire attention. Je ne veux pas maintenant sanctifier les caboclos et créer maintenant une espèce un réservat, un territoire dans notre tête. Je disais c'est exclusivement pour les caboclos. Ça n'existe pas. Aussi, les caboclos n'existent pas, n'est-ce pas? Il y a toute une population qui a des racines indigènes et qui sont justement actuellement en train de récupérer leur indienneté, on peut dire cela. La plupart des caboclos sont des descendants des missions en grande partie des jésuites, bien sûr aussi des franciscains, des autres religieux qui étaient là en Amazonie, parce que c'était une histoire pas tellement connue. L'Amazonie était habitée par 2 millions d'habitants, probablement des indigènes au début. Il y avait bien sûr des massacres, surtout les épidémies ont décimé d'une manière incroyable les populations. Mais il ne faut pas croire maintenant que tous les Indiens sont disparus, qu'il y a seulement un désert sans personne. On peut dire que les jésuites ont laissé des brèches, ce que j'appelle des brèches, dans leur système, pour que certains éléments de la culture indigène, du chamanisme, de la religion chamanique aussi, puissent survivre. Cette conscience environnementale, aussi le concept du développement durable qui est en train maintenant de se répandre de plus en plus, a aussi aidé justement à ce réveil ethnique qu'on observe en Amazonie. Que pour la première fois, là aussi, les personnes, ils se déclarent « moi je suis caboclo », parce que le mot caboclo, c'est un mot tout à fait négatif, c'est discriminatoire. Mais maintenant, de plus en plus, surtout des jeunes, disent avec un certain orgueil « oui, je suis caboclo ». L'Amazonie en général représente 2/3 du volume total des eaux et rivières de toute la planète, en eau douce. L'Amazonie abrite 40% des espèces animales et végétales de la planète. Quels sont les moyens de lutter contre ce trafic illégal, puisque l'Amazonie, c'est aussi une sorte de sanctuaire de l'illégalité. Enfin, on pourra y revenir dans le cadre du débat, mais c'est la déforestation illégale, c'est le travail esclave, puisque avec des fazendas isolées qui permettent de ramener de la main-d'œuvre
à qui on a promis un bon salaire, mais qui vont être réduits en esclavage dans une ferme au milieu de la forêt, isolés de tous. C'est aussi des assassinats des gêneurs. Enfin, on l'a vu encore en février dernier avec l'assassinat d'une religieuse dans le Para, qui était militante écologiste et qui défendait les droits des sans-terres. Donc face à cette espèce de zone de Far West, d'Eldorado, il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui existent et de moyens plus ou moins importants. Il y a donc l'IBAMA qui est chargé de la fiscalisation du commerce du bois. Le problème, c'est que jusqu'à présent, il ne bénéficie de très peu de moyens de la part du gouvernement fédéral. Il y a en gros un inspecteur de l'IBAMA pour un territoire grand comme la Suisse. Je ne pense pas qu'il y ait de revendications brésiliennes sur la Guyane. Les Brésiliens, vous savez, ont obtenu une grande partie de l'Amazonie au cours d'une histoire longue de 2 siècles, et ils l'ont fait sans revendication, ils l'ont fait beaucoup plus subtilement. Pour les peuples autochtones en Guyane, effectivement, on leur explique qu'au nom de l'universalisme et de l'égalité républicaine, ils n'ont pas à avoir de spécificité par rapport aux autres. Aujourd'hui, comment le Brésil peut-il faire pour remonter le paradoxe qui est posé entre la puissance économique, premier exportateur mondial de soja, de viande bovine, et faire face à la préservation de l'Amazonie, à un développement durable? Bon, c'est une très vaste question. Je ne prétends pas pouvoir y répondre comme cela, mais le Brésil a toujours été agro-exportateur. Café, sucre d'abord, sucre, puis café, agro-exportateur de produits pour lesquels il faisait les 3/4 du marché mondial. Donc c'est une grande puissance agricole. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Et il n'est pas sûr que... Parce que dans le Mato Grosso, on était encore dans le Cerrado. Là, on avance dans la forêt équatoriale. Il n'est pas sûr que les récoltes de soja se maintiennent pendant des années à ce rythme-là. Moi, je ne suis pas très inquiète là-dessus. Je ne pense pas que le soja va couvrir l'Amazonie. Je ne pense pas. C'est vrai que l'élevage, c'est la ressource la plus facile, la ressource agricole la plus facile en Amazonie. Mais pour le petit producteur aussi. Ça permet de capitaliser, d'avoir du lait, au moins, voilà, si on a trois têtes de bétail, on arrive à peu près à s'en sortir quand on est un petit paysan. Donc, presque tous les petits paysans ont... il ne faut pas être trop loin de la ville pour pouvoir aller y vendre le lait, éventuellement le fromage, etc. Je veux dire, ça a un petit peu changé. On ne peut pas faire que de la quantité et pas de la quantité et de l'extensivité. On en est à la recherche d'intensivité et de qualité, ce qui permettra de limiter la déforestation. Je prends le point de vue optimiste là, de limiter la déforestation. Et là-dessus, je dirais que l'entretien de la forêt existe aussi, c'est-à-dire on n'est pas dans une perte forcément inéluctable du couvert forestier. Comme je faisais remarquer, les 2/3 de la population amazonienne vivent dans les villes. Et Manaus est une ville millionnaire maintenant. Et il est certain que l'expansion urbaine n'a pas été suivie d'équipements urbains. Et que donc, mais beaucoup de villes brésiliennes sont en retard sur l'assainissement, mais je crois que les villes amazoniennes le sont encore plus. Le grand problème de la terre au Brésil, et particulièrement en Amazonie, c'est qu'il n'y a pas de cadastre. Il y a un cadastre en formation, mais qui couvre à peine 10% de la superficie. Et c'est ce qui rend évidemment la politique de réforme agraire extrêmement compliquée. Et lente, très lente. Parce que si on dit, oui, les indigènes ont mis très longtemps à obtenir leurs terres, et c'est vrai qu'ils ont eu une accélération depuis la Constitution de 1988, et c'est vrai que, il y a à peu près les 3/4 des terres amazoniennes. Je rappelle que les Indiens ont 20% de l'Amazonie. 1 million de kilomètres carrés. Il y a d'autres tribus qui ont préféré pas d'apprentissage du portugais, on n'apprend que notre langue. Bon, il faut savoir que c'est très surprenant. Au Brésil, on parle portugais partout. Mais il y a 170 langues amérindiennes. Sur ces 170, 40 sont parlées par plus de 1000 locuteurs.
il y a beaucoup d'Indiens, ils sont en train aussi maintenant de s'articuler, de dire aussi, voilà, on vit en ville, mais aussi on veut parler notre langue parce qu'on a peur que nos enfants vont perdre la langue. Je pense qu'ils vont la perdre. Hein. Mais ça veut dire aussi la FUNAI est devant des défis. Il faut s'adapter aussi à cette urbanisation, comme on a dit déjà, qui est réellement chaotique. Merci beaucoup et plutôt bonne nuit.